Bonjour à tous, moi je vous parlais de CI/CD, donc Continuous Integration and Continuous Deployment, mais pour pas que ça devienne la Continuous Deception, pour le petit jeu de mots si vous n'aviez pas compris. Petit warning, c'est un talk de sécurité, c'est pas un talk sur la construction d'une CI/CD. Donc je vais pas vous apprendre à construire une CI/CD, mais plus quelles sont les failles basiques de la CI et comment s'en prévenir. Pour commencer, je vais raconter une petite histoire. Fin décembre 2022, début janvier 2023, CircleCI, qui est un outil de CI parmi plusieurs du marché, annonce une brèche majeure qu'ils ont eue dans leur fonctionnement. Comment ça marche, CircleCI? C'est un outil qui permet donc de faire la CI. Donc, les développeurs, qu'est-ce qu'ils font? Créer un workflow, mettre en place, setup un workflow. Et pour que ce workflow fonctionne, il va sûrement avoir besoin de variables d'environnement. Donc, ces variables d'environnement, elles vont être ajoutées dans la base de données de CircleCI pour pouvoir faire fonctionner le workflow. Dans ces variables d'environnement, on va souvent avoir des secrets. Donc une clé qui va permettre d'accéder à un cloud provider, par exemple. Une clé qui va permettre d'accéder à GitHub, à GitLab. Donc plusieurs secrets pour que le workflow puisse faire les actions qu'il doit faire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce fonctionnement de la CI de CircleCI? C'est un attaquant a pu infecter un PC d'un développeur de CircleCI fin 2022. Il a réussi à avoir l'accès au PC et ce développeur-là avait accès à la base de données en prod. Donc l'attaquant, qu'est-ce qu'il a eu accès? À tous les secrets contenus dans la base de données en prod. Donc une tonne de secrets de clients différents pour accéder à leur cloud provider, à leur GitHub, à tout ce qui en découlait. Et comment ils se sont rendus compte de cet attaquant qui avait du coup obtenu plein de clés différentes? En fait, c'est un client qui les a alertés, qui a alerté CircleCI, parce que ce client, qu'est-ce qu'il avait mis dans tout son lot de secrets et de variables d'environnement? Il avait mis un canary token. Qu'est-ce que c'est qu'un canary token? Un canary token, c'est un token qu'on a expressément mis en place pour être alerté en cas de brèche. Donc ça veut dire que si ce token-là, il y a un utilisateur qui tente de l'utiliser, ça va nous alerter directement. Donc ça, les canary tokens, il y a des outils open source qui permettent de vous d'en mettre en place facilement. Il y a aussi des cloud providers qui en proposent. Donc en fait, il y a un client, ils avaient un canary token, ils ont été alertés et ils ont alerté CircleCI, qui a pu du coup ensuite faire l'alerting à tous leurs autres clients et mettre en place les correctifs nécessaires. D'où ça vient, juste pour la petite histoire, le terme canary token? Ça vient des mines. Donc à la base, en fait, c'est les mineurs dans les mines qui emmenaient avec eux un canary pour être alertés en cas de fuite de gaz, de manque d'oxygène. Si le canary s'évanouissait ou même mourait, ça voulait dire qu'il fallait qu'il quitte la mine au plus vite. Donc c'était l'alerting. C'est-à-dire que la brèche, entre guillemets, a déjà eu lieu, il y a déjà plus assez d'oxygène, il y a déjà notre token qui a été attaqué, mais on le sait très rapidement et on peut réagir au plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire réagir au plus vite? Ça veut dire changer ses tokens, faire des rotations de secrets, tout mettre à jour pour que tous les autres qui sont leakés en même temps que notre canary token puissent être peu ou pas exploités, du moins le moins possible. Je ne me suis pas présentée, j'en profite. Donc moi, c'est Anne-Fleur François. Comme il a présenté, je suis lead SecOps chez Theodo Cloud. Donc Theodo Cloud, on travaille au service de clients pour les aider à mettre en place des infrastructures de préférence sécurisées. Moi, mes convictions d'un point de vue sécurité, c'est que pour mieux se défendre des attaquants, il faut les comprendre. Donc je fais aussi des audits, des pentests, pour comprendre les méthodes d'attaque, parce que plus on comprend de quoi on se protège, plus on s'en protège mieux et on est convaincu de la nécessité de s'en protéger. Une autre conviction que j'ai, c'est souvent les équipes de sécurité, que ce soit les devs, les ops, personne ne les aime. Ils sont là pour dire « faut pas faire ça, on va vous enlever des accès, on va vous bloquer ça ». Et plus on met des bâtons dans les roues de tout le monde, moins ça fonctionne et plus la sécurité, c'est le bad guy. Donc moi, la conviction, c'est qu'on doit faire de la sécurité sans entraver le développement, sans entraver les déploiements, sans entraver la vie de tous les utilisateurs, autant en tant que... Quand je parle d'utilisateurs, ce n'est pas les utilisateurs finaux, mais les développeurs, les DevOps et tout ça. Même, on peut réussir à faire des outils de sécurité qui vont simplifier la vie. Un gestionnaire de mots de passe, à la base, c'est pour de la sécurité, et en fait, ça vous simplifie la vie. Donc ça, c'est vraiment le goal ultime, c'est faire de la sécurité qui simplifie la vie en plus. Donc voilà pour ma présentation rapidement.
je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César. Cette conférence a été écrite par Marine Duménil, qui est du coup une de mes anciennes collègues, qui elle est développeuse, aussi experte en cybersécurité, mais plus du côté dev, alors que moi je suis plus du côté infra. Et elle a beaucoup travaillé sur la responsabilité de la sécurité applicative. Et c'est là où on tombe sur l'entre-deux. Qu'est-ce que c'est la CI/CD et est-ce que c'est le travail du dev ou de l'ops? Bonne question, c'est le travail des DevOps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous êtes tous assez familiers avec la méthodologie DevOps. L'idée, c'est de travailler de manière continue entre la team de développement et la team d'opération pour être le plus efficace possible et avoir du déploiement le plus continu et le plus de pouvoir déployer rapidement en prod et d'être dans un flux de travail ensemble. Sauf que dans cette méthodologie, la CI/CD, c'est ce qui permet de la mettre en place, c'est ce qui permet de déployer de manière continue, et on ne sait pas forcément qui est honneur, si c'est les devs ou les ops de cette CI/CD. On va voir que ça peut poser parfois des problèmes. La CI, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne seraient pas familiers, l'idée c'est que c'est un workflow qui va effectuer des tâches. Donc le CI, c'est Continuous Integration, donc c'est là où on va pouvoir mettre en place des outils de scan, des tests automatisés. On a eu plein d'exemples de tests qu'on pouvait mettre en place dans les talks précédents. Et la CD, c'est le Continuous Deployment, donc c'est là où on va faire du déploiement automatisé une fois qu'on aura build notre application juste avant. Et qu'est-ce que ça va être? C'est des primitives en fait, d'écriture. On écrit des YAML de CI qui vont se transformer en primitives d'exécution. On a des runners qui vont faire tourner nos différentes tâches. Il y a plein d'outils différents. Là, j'en ai mis quelques-uns qui sont parmi les plus communs. Je pense que vous en connaissez au moins un parmi la liste, qui sont parmi les plus utilisés sur le marché. Mais bon, il en existe une palanquée. Mais le problème de la CI, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais la présence de cette CI, ça augmente la surface d'attaque. C'est-à-dire qu'on pense souvent à son code quand on pense à la sécurité. Ok, il ne faut pas que je fasse en sorte que j'ai des injections SQL dans mon code. On pense parfois à l'infra, quand on a déjà un peu plus de maturité de sécu, en se disant, en fait, si un attaquant accède à mon infra, qu'est-ce que ça pose comme problème? Mais on pense rarement à sa CI/CD alors qu'elle est là, elle a beaucoup d'accès, elle permet de faire beaucoup de choses, et donc forcément, c'est une partie de la surface d'attaque qu'il faut protéger. Les pentests aussi sont pratiquement inexistants de pentests de CI/CD, alors que ça existe. Et on retombe souvent sur ce que je vous disais avant, le problème de, même si on a trouvé des problèmes dans notre CI, qui va être honneur, qui va corriger, qui va mettre en place des templates sécurisés? S'il n'y a pas une équipe sécu dédiée, qui, même s'il y en a, elle ne monitore pas forcément la CI/CD, souvent ça tombe un peu dans les limbes du temps et personne ne s'en occupe. Pour montrer un autre exemple, j'ai une deuxième petite histoire qui concerne Travis CI. Alors, c'est des exemples qui concernent certains outils, mais tous les outils de CI ont eu des attaques de sécurité. Donc, c'en est deux parmi, mais ce n'est pas du tout du blame d'outils. Donc, Travis CI, c'est un autre outil de CI. Il crée des logs qu'il envoie dans une base de données des logs. Et pour pouvoir accéder à ces logs, il y a une API où le développeur peut requêter pour accéder aux différents logs. Dans ces logs, parfois, c'est une mauvaise pratique, mais ça arrive, il y a des secrets, parce que quelqu'un, par exemple dans GitHub, quand vous créez un secret, ensuite vous ne pouvez plus le revoir. Donc il y a des gens qui vont aller l'afficher dans un log pour pouvoir le revoir, il y a des gens qui mettent des secrets dans des logs. Encore une fois, c'est une mauvaise pratique, ne le faites pas, mais aujourd'hui, beaucoup de gens le font. Et en fait, le free tier de Travis CI n'a pas d'authentification sur cette API pour requêter les logs. Et du coup, pas d'authentification, n'importe qui peut aller requêter l'API et accéder aux logs, et donc aux secrets qu'ils contiennent. Il y a des chercheurs qui ont fait le test sur Travis CI et ils ont requêté 1% des logs, ils ont trouvé 70 000 secrets dans 1% des logs. Donc ils ont remonté ça à Travis CI en disant en fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que il y a quand même beaucoup de problèmes. Travis CI a mis en place des contre-mesures, ils en ont mis 3. La première, c'est un check, un filtre sur des regex qui s'apparentent à des logs. Donc dès qu'il y a une entrée de log, ils testent une regex pour vérifier si c'est un log. Il y a des logs qui sont par exemple tous les access tokens d'AWS ont le même format, donc on peut les détecter assez simplement. Donc ils ont fait comme ça un filtre pour empêcher une partie des logs une partie de secrets d'être stockés dans les logs. Sauf que ça ne marche pas pour tout. Il y a plein de secrets qui n'ont pas forcément un format standard, ou il y a d'autres chaînes de caractères qui ont un format qui s'apparente à un secret. Donc c'est une contre-mesure basique, elle fait déjà un petit tri, mais elle ne se suffit pas à elle-même.
L'autre mesure qu'ils ont mis en place, c'est du rate limiting. Donc, qu'est-ce que c'est que le rate limiting? C'est bloquer un nombre de requêtes maximum sur une période donnée, donc X requêtes par seconde ou par milliseconde. Ça permet juste d'éviter à des attaquants de venir chercher beaucoup de logs en même temps, mais ça ne va pas empêcher d'avoir des secrets dans les logs. Et la troisième contre-mesure, qui n'est pas vraiment une contre-mesure, c'est qu'ils ont écrit en gros dans leur documentation, le free tier n'est pas authentifié, c'est un choix de notre part, soyez vigilants, ne mettez pas de secrets dans vos logs. Et là, ils disent à l'utilisateur, vous ne devez pas faire cette mauvaise pratique, vous êtes owner de vos logs, on ne veut pas authentifier le free tier, sinon passez sur la version payante, quoi. Donc ça, c'est un autre exemple là, on a deux exemples où c'est pas vous, en tant qu'utilisateur, votre CI qui est directement attaqué, mais l'outil que vous utilisez pour la CI qui est attaqué, et vous pouvez avoir des conséquences sur toute votre production. Pour s'en protéger, lisez les docs, mettez pas de secret dans vos logs. Déjà. Comment ça marche une CI plus en détail? Globalement, ce que j'ai dit rapidement avant, c'est un fichier YAML que vous avez dans votre repo qui va contenir la config. Donc là, j'ai mis l'exemple de GitHub, l'exemple de base de GitHub de la CI. Donc on voit tout en haut le nom qu'on a donné à la CI, donc là elle s'appelle CI. Ensuite, on voit sur le paramètre on les triggers. Donc, quand est-ce que cette CI va se trigger? Donc là, on voit que c'est sur un push sur la branche main ou une pull request sur la branche main. Et ensuite, on voit le job. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se mettre en place à chaque trigger. Donc là, c'est juste un echo Toto, un print Toto. Donc c'est un peu un hello world de la CI. Là, bon, print Toto, ça sert à rien, mais ça vous montre un fichier de CI basique sur GitHub. Là. Si on se met un peu dans la peau d'un attaquant, on se dit qu'est-ce que lui il aimerait faire pour attaquer notre CI, lui déjà il aimerait pouvoir modifier ce fichier, parce que s'il a accès à la modification de ce fichier, ensuite il va pouvoir essayer d'accéder à plein de choses. On l'a dit, notre CI, elle va faire des tests automatisés, elle va déployer du code, elle va build du code, elle va pouvoir faire des scans souvent, donc elle aura accès à des secrets, elle aura accès à notre infra, elle aura accès à des repos de code, des dépôts de code. Donc il va vouloir par exemple accéder à ces secrets. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire aussi? Exécuter du code. S'il arrive à exécuter dans notre serveur qui tourne, le runner de notre CI, il va pouvoir peut-être essayer d'accéder à d'autres choses à côté. Souvent, les runners de CI sont assez ségrégés du reste, mais si notre infra elle est mal faite derrière, peut-être qu'il pourra essayer de mettre en place, une backdoor, peut-être essayer de miner du Bitcoin. Je pense que c'est pas le bon endroit pour le faire, mais pourquoi pas. Et la dernière chose qu'il va essayer de faire, c'est élever ses privilèges. Il va essayer de voir s'il ne peut pas gagner des droits sur toute notre infra, s'il ne peut pas gagner des droits sur tout notre repo de code, tout notre dépôt de code, s'il a accès à la base à un repo GitLab, d'accéder à tout notre GitLab, etc. Comment ça s'appelle de modifier le fichier directement pour l'attaquer? Ça s'appelle une Direct Poison Pipeline Execution. C'est-à-dire qu'on va essayer de empoisonner, entre guillemets, notre pipeline pour exécuter ce qu'on veut. Donc là, on se place dans l'exemple d'une librairie open source. Donc dans une librairie open source, la CI, elle est open source comme le reste, on la voit. Donc moi, en tant qu'attaquant, je peux fork le repo et je fais une pull request avec ma nouvelle CI pour qu'elle soit validée. Donc, par exemple, là, mon but, c'est d'aller afficher un secret privé de cette librairie. Donc, je vais changer mon print Toto pour faire un écho de mon secret. Sauf que le problème, c'est que on est sur une librairie open source. Mon workflow, même si on avait le on pull request, donc c'est-à-dire que le workflow est censé se déclencher sur une pull request, il ne va pas se déclencher automatiquement sur un fork public. Il y a quand même une petite protection de base. On voit bien là qu'il y a le workflow awaiting for approval. Il faut qu'un maintainer approuve ma PR pour que ça puisse être lancé. Bon, ça va quand même, il y a la protection de base. Donc là, le maintainer, lui, va pouvoir ensuite approuve la PR et le workflow par la même occasion et lancer la CI. Donc mon secret ne va pas pouvoir être affiché. Sauf qu'en fait, là on est dans l'exemple de GitHub, les règles de GitHub, par défaut, elles ne nécessitent une validation que pour la first time contributeur. La seconde time où je contribue, il n'y aura plus besoin d'approbation. Donc ma première PR va être mignonne, hein. La deuxième, moins. Donc déjà, première contre-mesure, tout repo public doit avoir un require approval for all outside collaborateurs. Et ça, c'est pas par défaut. Ok, mon attaquant... c'est ce que je vous ai dit là. Il fait la méthode. La première pull request, elle est mignonne. La deuxième, elle l'est moins.
Mais entre-temps, bon, mon mainteneur, il a changé la modif, je peux pas le refaire une deuxième fois. Donc je fais là je refais une pull request avec une correction de typo basique et en fait maintenant il faut un approval à chaque fois. Donc bon, ma méthode d'avant n'a pas marché. La majorité aujourd'hui des librairies open source ils demandent l'approbation à chaque fois, donc cette méthode ne marchera pas trop. Mais voilà, je fais une pull request basique, mon mainteneur l'approuve, il est content, mais j'ai pas à modifier de CI. Et c'est là où on va pouvoir exploiter une race condition. Donc en fait il y a des outils, là je vous ai mis le lien d'un outil, il en existe d'autres, qui vont écouter la validation et profiter d'une petite fenêtre qui existe entre le moment où le workflow vérifie qu'il est bien approuvé et le moment où il se lance, pour pousser une modification de CI, et par défaut, c'est juste le dernier commit qui est relancé. Donc si je profite de cette fenêtre, je peux modifier le fichier de CI, et ma CI va se déclencher avec mon nouveau fichier en tant qu'attaquant, et pas celui de la PR qui a approuvé mon mainteneur. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé ma CI pour afficher mon secret. Je me dis, chouette, j'ai réussi à bypasser le fait que maintenant tous les contributeurs externes doivent être validés. J'ai bypassé avec ma race condition, mais bon, quand même, GitHub il est un peu smart, il affiche pas les secrets. Donc bon, mon secret n'est pas affiché, je le vois pas. Mais même si j'ai pas réussi à afficher le secret, là, j'ai quand même une méthode pour exécuter du code. Je vais pouvoir pousser avec la race condition une CI avec n'importe quelle exécution de code, donc je peux tenter plein de choses. Donc encore une fois, c'est les mêmes exemples, je peux tenter d'exécuter du code pour gagner des privilèges, pour mettre en place une backdoor, pour faire du déplacement horizontal. Je vais mettre en place un reverse shell et ensuite, après, libre à moi, tant que je ne suis pas détecté, de tester tout ce que je veux. Donc comment on se protège de ça ? Déjà, il y a une première chose qu'on peut faire, c'est au lieu d'utiliser le trigger sur la pull request, on utilise le trigger sur la pull request target. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on a une pull request, c'est notre CI de notre branche main qui va être utilisée, c'est le workflow de notre branche main qui va être lancé, et pas celle de notre PR. Donc en fait, il a beau faire une race condition et pousser une CI, le workflow, c'est pas celui-là qui sera mis en place. Alors bien sûr, si vous, en tant que maintainer, vous voulez changer la CI, il va falloir changer ce paramètre pour modifier votre CI, pour la tester, et ensuite remettre le paramètre. Mais c'est déjà une protection, et du coup là, c'est le contexte du repo et le fichier original de CI qui est utilisé et pas celui de ma PR. Ok, donc on s'est protégé déjà de pas mal de choses. Sauf qu'en fait, si mon workflow il exécute un script externe, bah, ça marche pas, c'est bien le script de la PR qui va utiliser, c'est juste le fichier de CI qui va aller chercher celui de la branche main, mais là, j'ai juste un workflow qui exécute un autre script, bah, je peux faire la même chose en poussant mon autre script. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la Indirect Poison Pipeline Execution, parce que c'est pas directement dans la pipeline qu'on fait l'attaque, mais dans un fichier externe de manière indirecte. Donc là, c'est la même chose. Avec ma race condition, je vais pouvoir pousser mon run test SH et au lieu de run les gentils tests qui vérifient si ma librairie n'a pas de problème, ça va lancer mon attaque. Et là, par exemple, dans ce contexte-là, même si j'ai le pull request, comme j'ai le pull request target, en plus le workflow, il a accès au repo, il a accès au secret. Donc la première fois, il affichait même pas le secret puisque c'était dans le contexte d'une PR. Mais là, comme on est le contexte de la branche main, il l'affiche. Encore une fois, il est caché, mais là on a quand même les petites étoiles. Tout à l'heure, on les avait même pas. Donc là, on a réussi, en passant par une manière indirecte, à avoir accès à un secret de notre repo. Bon, il est caché. Bon, bah voilà, on contourne, hein. Hop. Je print lettre par lettre, c'est bon, j'ai accès à mon secret. Donc là, en combinant une exécution indirecte de code, en rajoutant un mini contournement de mon obfuscation simple de secret, j'ai accès à un secret de mon repo public. Il y en a même où le base64 il l'affiche, alors c'est pas du chiffrement, c'est juste un encodage, donc pareil, si vous pouvez mettre en base64, souvent ça marche aussi, enfin il y a plein de manières de contourner l'obfuscation basique des CI, c'est pas un chiffrement, c'est vraiment juste une obfuscation. Comment on se protège de cette race condition là? Tout ça, ça a marché grâce à la race condition, on peut s'en protéger. Et comment on s'en protège? C'est on pointe la CI exactement sur ce qui a été validé par le maintainer et pas par le commit le plus récent. Pour ça, on va enregistrer le SHA du dernier commit de la PR et on va pointer la CI sur ce SHA-là.
Et du coup, si notre attaquant essaye encore une fois de faire cette raise condition, en fait, la CI, elle ne va pas se déclencher sur le nouveau fichier qu'on a mis, elle va bien se déclencher sur le dernier commit qui a été approuvé dans l'APR. Comment on fait ça ? C'est en utilisant des variables d'env de GitHub. Là, sur GitHub, elle s'appelle pull request, head SHA. Chaque outil a des variables différentes. Mais du coup, là, je lui dis, tu vas te lancer que sur cette référence-là. Et donc, il ne va pas pouvoir utiliser la raise condition. Un problème que ça va pas, que tous ces problèmes ne vont pas régler, c'est le fait que en interne, vos devs, ils ont souvent un accès limité à la CI. On n'a pas de contrainte pour lancer une CI en tant que dev. Et ça, c'est problématique. Pourquoi ? C'est problématique si vous avez des comptes de dev qui peuvent être récupérés. La première histoire que j'ai racontée, c'est un ordi de dev de CircleCI qui a été attaqué. Bon, vous n'êtes pas à l'abri non plus qu'un dev de votre entreprise se fasse attaquer par phishing, parce qu'il y a un mot de passe faible, parce qu'il y a de la réutilisation de mot de passe, qu'il utilise aussi sur son petit site de e-commerce un peu nul dans son temps libre, dans lequel la base de données a été drop et ensuite credential stuffing et c'est réutilisé partout. D'où les gestionnaires de mots de passe et le SSO qui permettent de protéger de ça. Mais comment vous protégez aussi que les comptes de dev qui sont du coup des comptes sensibles de par leurs accès à la CI soient protégés. Il y a le MFA, j'en ai parlé juste avant, SSO, gestionnaire de mot de passe, et il y a aussi le suivi des comptes. C'est-à-dire que vous voulez suivre les comptes existants et leur cycle de vie. Une faille qu'il y a souvent, c'est un dev, il est parti, il a toujours ses accès. Et le nombre d'entreprises où j'ai été, où en fait, moi j'étais en tant que presta, et 6 mois après la fin de ma presta, j'avais encore accès à la CI, c'est impressionnant. Et c'est pas une bonne pratique. Bloquer les accès des gens qui s'en vont. Ça arrive rarement, mais ça arrive quand même, des devs qui partent fâchés. Et en fait, avant de partir, ils cassent tout. J'ai déjà eu une histoire d'un dev qui a supprimé un repo avant de partir. Bon, c'est pas forcément le plus grave, ça dépend de ce qu'il y avait dans le repo. Mais voilà, donc, globalement, la CI, comme elle a accès à la prod, comme elle a accès à l'infra, comme elle a accès à des secrets, n'importe qui a accès à la CI, son compte devient risqué, au même titre que des comptes d'ops ou de gens qui ont accès à de l'infra qu'on considère déjà plus risqués. Comment on protège déjà d'une usurpation d'identité ? Parce qu'au-delà de prendre le PC, il y a aussi souvent des commits qui sont faits un peu à la place des autres. Il y a quelque chose qui s'appelle la signature de commit. Si je vous montre un peu, un commit normal, c'est ça. Ok, j'ai fait un commit de base sur un repo. Et en fait, comment ça se marche ? Qui a fait le commit ? C'est une mini-config en local. Vous faites un git config user mail, git config username, vous faites votre commit, et là j'ai commit à la place de Paul. C'est des collègues, ça. Voilà, hop, il y a mon test commit à ce Paul, c'est moi qui l'ai fait. Si je suis un attaquant, je sais que mon autre collègue il a confiance, il les perd un peu à la volée. Là j'ai commit à la place d'un collègue de confiance, alors qu'en fait, moi je suis pas de confiance. Et comment c'est possible ça ? Encore une fois, le paramètre par défaut dans GitHub, c'est que le Vigilant Mode, il n'est pas activé. Le Vigilant Mode, qu'est-ce qu'il est ? C'est celui qui vérifie si les commits sont signés ou pas. Et si je le mets en place, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, imaginons que j'ai cliqué sur mon petit Vigilant Mode, je refais un commit, je me remets en tant que marine, et là, mon commit, il apparaît comme unverified. On voit. Donc ça nous alerte un peu que le commit, il est unverified. Donc là, on se dit, ok, la personne n'a pas signé, c'est pas normal, il faut signer son commit. Donc une bonne pratique, c'est de mettre en place la signature de commit, soit avec des clés SSH, soit clés GPG, et de mettre le flag pour vérifier que les commits sont bien signés et qu'il n'y a pas eu d'usurpation d'identité. Un autre risque avec ça, c'est que là, vous jouez sur le fait que chacun va vérifier qu'il n'y a pas de unverified. Vous avez une PR avec 20 commits, vous n'allez peut-être pas regarder les 20 commits un après l'autre. Dans la CI, vous pouvez bloquer une PR s'il y a des commits unverified dedans. Une PR avec des commits unverified ne peut pas être merge, point. C'est un paramètre aussi à mettre. Je n'ai pas le screen du paramètre, mais il existe dans à peu près tous les outils de CI. Donc ça, c'est pour se prémunir de, on commit à la place de quelqu'un d'autre. Je vous ai montré les variables qui permettaient de vérifier le SHA. Il y en a plein d'autres dans GitHub. Donc là, par exemple, il y a la variable de la référence du workflow. Il y a d'autres variables qu'on peut mettre en place. Et il y a des variables notamment qui sont liées à la PR. Donc là, par exemple, on utilise la variable qui représente le titre de notre PR qu'on va écho au moment de notre workflow. Parce que le problème de ces variables, c'est qu'elles sont interprétées.
Donc là, j'ai mis quoi comme titre ? J'ai mis et echo you've been hacked. Et qu'est-ce qui s'affiche ? Le you've been hacked seulement. Donc il a bien interprété ma variable. Donc bon, je peux mettre un titre un peu plus dangereux que juste you've been hacked et ça va être interprété. Il y a beaucoup de champs, encore une fois, c'est que des exemples sur GitHub là, mais là c'est tous ces champs utilisateurs, ils sont interprétés si vous les utilisez. Et du coup, n'importe quel input utilisateur lié à ces champs-là, il est interprétable, donc il est dangereux. Ça, on s'en protège assez simplement, il faut juste déclarer la variable à part. Si vous la déclarez avant en tant que variable, elle ne sera plus interprétée. Simple, efficace, déclarer les variables. Mais si vous ne le faites pas, c'est interprété. Les secrets aussi sont exécutés. C'est-à-dire que si vous avez un secret, lui aussi, c'est comme une variable, il sera interprété s'il n'est pas mis dans une variable à part. En plus, dans GitHub, une fois que vous avez enregistré un secret, vous ne pouvez plus le lire, plus personne ne peut le lire. Donc là, vous allez passer du temps à le débugger, votre slip. Si à chaque fois que vous lancez votre workflow, il y a le slip qui apparaît, vous ne comprenez pas, votre CI, elle fait des time-out à chaque fois, et personne ne voit le secret et comprend que c'est le secret qui a un slip dedans. Donc ça, c'est plus embêtant qu'autre chose, c'est pas une vraie attaque, mais quoique, on empêche tout déploiement. Donc encore une fois, les secrets en tant que variable aussi et pas directement interprétables. Petit warning, si vous corrigez un job vulnérable dans votre CI, attention, toutes vos PR actuelles, elles sont probablement sur votre ancienne CI. Donc il va falloir que vous rebase ou vous fermiez toutes vos pull requests actuelles pour qu'elles utilisent bien votre correction. Ça c'est un petit warning parce qu'on oublie de rebase une fois qu'on a corrigé. Bon, maintenant qu'on a vu que la CI elle était un peu faillible quand même, est-ce qu'on arrête de l'utiliser ? Non, quand même, on ne va pas arrêter d'utiliser les CI/CD, c'est quand même très cool comme outil. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va la contrôler, on va la surveiller au même titre qu'on surveille notre code aujourd'hui. Et c'est là qu'on passe de DevOps à DevSecOps, on rajoute la sécurité dans le flux pour utiliser la CI et la protéger au même titre pour la sécurité que pour le développement et l'opérabilité. Donc il y a le flux qui s'inscrit de développement dans lequel, il y a la sécurité qui s'inscrit dans ce flux de développement de code. Et notamment, là je vous ai montré en quoi la CI ça pouvait être un vecteur d'attaque et comment s'en protéger, mais on peut aussi utiliser la CI pour s'aider de se protéger et rajouter des vérifications. Vous êtes tous familiers à mettre des tests dans votre CI, on peut aussi l'utiliser pour réduire les risques de sécurité, pour ajouter des tests de sécurité. Donc on va essayer de, ce qu'on appelle shift left, réduire la boucle des retours sur la sécurité, comme les tests que vous mettez dans la CI ou même d'abord en local pour pas que ça devienne des bugs en prod. On va essayer de mettre des vérifications de sécurité dans la CI pour pas que ça devienne des attaques en prod. Chez Theono, on a plusieurs outils qu'on utilise pour nous aider à réduire les boucles de retour le plus vite possible, ne pas attendre la prod. Côté développement, ils ont un framework de qualité qu'ils appellent le 3S pour Speed, Secure et Stable. Donc là, par exemple, dans la catégorie Secure, ils utilisaient Sonar sur ce projet, qui est un outil de sécurité, et un score d'audit externe pour définir leur score de sécurité sur leur applicatif. Côté infra, on a un autre framework de qualité qu'on appelle ROSE pour Résilience, Opérabilité, Security, Empowerment, et ça nous permet de définir si notre infrastructure elle est de qualité, donc elle est résiliente, opérable, secure et empowerment, c'est-à-dire qu'elle est l'expérience des développeurs dessus est bonne. Et dans la catégorie Security and Empowerment, on retrouve la CI/CD, à la fois qu'elle soit cool pour les devs et à la fois qu'elle soit sécure. Et ça nous permet de donner des scores à nos infras, des scores cibles et des scores qu'on a atteints. À la fin, ça donne un score sur 100. Ça nous permet de pousser, donc sur les infras qu'on infogère ou qu'on build, d'être au nord de la CI et de pousser la qualité aussi sur cet aspect-là. Donc ce que je disais, c'est que la CI, au-delà de là, c'est un bon endroit pour rajouter des contrôles de sécurité. Encore une fois, je me répète, la CI elle a accès à la prod, elle a accès au secret, elle a accès au code. Du coup, l'utilisons-la pour vérifier la sécurité de ces trois aspects. On peut mettre en place un SAST. Le SAST, c'est Static Analysis Security. J'ai un trou sur le T, test. Je ne sais plus ce que veut dire le T, mais globalement c'est un outil statique d'analyse du code, c'est-à-dire qu'il va regarder le code de manière statique et dire là je pense que tu as une injection SQL, là tu as probablement un problème. Il peut checker aussi des dépendances,
Ça dépend des SAST. Donc là, il y a quelques exemples d'outils SAST. Pour aller plus loin, on peut mettre des DAST, donc c'est la même chose mais de manière dynamique. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut, comme des tests end-to-end, définir tout un profil d'attaque qui va être lancé de manière automatisée et en plus, il va falloir lui trouver un endroit où le lancer. Donc souvent, la CI c'est bien, mais c'est long, donc on va essayer de le mettre dans une CI à part, donc c'est plus compliqué, mais c'est assez puissant. Là, il y a encore d'autres outils de DAST et on existe d'autres. C'est quelques exemples. Et ce que je disais, un autre truc hyper important, c'est vérifier ses dépendances. On a tous plein de dépendances dans nos codes, dans nos repos. Et une dépendance qui n'est pas mise à jour est une dépendance qui a potentiellement des CVE, des Common Vulnerability dedans. Et donc on veut la mettre à jour parce que sinon, potentiellement, ça deviendra un vecteur d'attaque. Comment on vérifie ces dépendances ? Il y a les outils SAST qui existent, mais comment on met à jour ces dépendances sans que ça devienne payful ? Il y a des outils de mise en place de montée de dépendance automatique. Les deux plus connus, c'est Renovate et Dependabot. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont scanner le code. Dès qu'il y a une dépendance qui n'est pas à jour, ils vont ouvrir automatiquement une PR. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à valider les PR. Et ça vous simplifie le travail. Vous pouvez mettre, souvent, ce qu'on met en place, c'est le merge automatique de la PR quand c'est juste un patch de sécurité. Il y en a qui vont plus loin, qui mettent le mise à jour automatique, le merge automatique, même quand c'est une mineure. La majeure, va falloir regarder parce qu'il y a potentiellement des breaking change. Mais voilà, donc la mise en place de montée de dépendance automatique par des petits outils comme ça vous protège assez facilement des dépendances vulnérables. Là, c'est un exemple écrit par une développeuse, donc Marine, pas moi, parce que je ne suis pas dev. Mais en fait, utiliser la CI aussi pour vérifier de la sécurité du code. Donc là, c'est un exemple de vérification en Spring Boot qu'il y a des contrôleurs. Les contrôleurs, ça sert à quoi ? Ça sert à faire du contrôle d'accès. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le WASP, mais c'est un organisme qui définit les failles de sécurité les plus communes aujourd'hui sur toutes les applications. Le numéro 1, c'est le contrôle d'accès cassé. C'est un mauvais contrôle d'accès. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait, Marine ? Elle a juste mis en place un mini-test qui vérifie qu'il y a bien un contrôleur. Ça ne veut pas dire que ça va être un bon contrôleur, mais au moins, ça pousse à vérifier qu'on a bien réfléchi à la question. Donc en fait, vous pouvez rajouter des tests, en plus de tests fonctionnels, de tests end-to-end, des tests de sécurité adaptés au code. Ça exécute du code, une CI. Donc vous pouvez faire exécuter ce que vous voulez. Vous pouvez exécuter des outils de contrôle d'accès externe. Donc là, il y a des exemples sur plusieurs langages différents. Mais voilà, ça peut être exécuté, ça vous sort un output avec la liste de toutes vos routes qui sont ouvertes ou ce genre de choses. L'heure tourne, ça va être le moment de la conclusion. Il y a 3 choses à retenir de ce talk. 1, la CI, ça fait partie de votre surface d'attaque. Même si elle n'est pas exposée sur Internet, votre CI, et j'espère qu'elle ne l'est pas si ce n'est pas un repo public, parce que dans ce cas-là, c'est un gros problème. Elle fait partie de votre surface d'attaque au même titre que le reste, parce qu'elle a accès à beaucoup de choses. Elle a accès à des secrets, elle a accès à votre infra, et il faut que vous posiez la question de est-ce que votre CI est sécurisée ? 2, sécurisez-la. Mettez à jour, surveillez vos secrets. Pareil, dans votre CI, vous mettez en place des scans de secrets. Est-ce qu'il y a des secrets qui sont dans votre code, qui ont été commits ? Ça peut être mis dans la CI aussi. Gérez vos accès à la CI. Si vous empêchez un développeur d'accéder à votre infra, mais vous lui donnez un accès admin à votre CI qui est admin sur votre infra, il est admin sur votre infra en fait. Donc c'est un proxy d'accès, mais gérez les accès à la CI de même titre que vous gérez les accès à n'importe quel outil. Et faites attention aux inputs utilisateurs. Il y a beaucoup d'inputs qui vont pouvoir être exécutés, donc vérifiez-les. 3e key takeaway. Par contre, c'est hyper puissant, utilisez-le pour améliorer la sécurité. Mettez en place des contrôles de sécurité, ajoutez des jobs automatiques, sensibilisez à travers la CI à la sécurité tous vos utilisateurs. Et là, vous aurez tout gagné. Il y a encore plein d'autres attaques possibles de CI. Je n'ai pas tout montré, sinon on y passerait des jours et des jours. Et il y en a toujours qui sont trouvés tous les jours. Mais j'espère que vous avez déjà eu une bonne aperçu de en quoi la CI est risquée et aussi un super outil. Et merci de m'avoir écouté. On a le temps pour quelques questions, si vous en avez. Merci beaucoup, c'est super intéressant, super dense. Et du coup, une des choses que... Non, bien. Et une des choses que tu as dit, c'était par rapport à la signature des commits. Et
je me demandais dans quel type de situation tu pouvais avoir quelqu'un qui obtiendrait accès à ton repo en écriture, mais qui n'aurait pas les moyens de signer ses commits comme une des personnes qui développent dessus. Alors là, ce serait plutôt le cas où j'ai réussi à avoir un accès j'ai des droits de push sur le repo, mais je suis pas un utilisateur autorisé, et du coup, je vais impersonnifier un autre utilisateur. Donc, je pourrais me mettre ma clé GPG, mais je suis pas un utilisateur qui va être fiable et de confiance. Donc, en fait, de toute façon, mes PR vont être ignorés. Ok, merci. Ouais. Personne d'autre ? Si certains, alors je suis désolée, je pense que j'ai parlé un peu vite, désolée pour ça, mais si certains sont intéressés pour avoir les liens des différents outils ou les slides, n'hésitez pas à venir me voir et je vous donnerai tous les liens. Ah, attends, il y en a une dernière. Est-ce que du coup le problème de la sécurité de la CI, ça vient pas du fait que ce soit juste du code à nous, mais qu'on ne traite pas comme du code à nous ? Oui, globalement, ouais. Bon bah sur ces bonnes paroles, il y a le goûter maintenant. S'il n'y a plus de questions, merci encore Anne-Fleur. Merci. Je vais l'applaudir.